Avoir un client et donc créer sa propre entreprise, c'est plus simple que trouver un patron. Parce que les employeurs ne veulent pas prendre le risque avec eux. Parce qu'ils disent, je ne sais pas ce qu'il vaut, il est mal formé, ou il a un prénom qui me fait peur, ou il vient d'un quartier qui me fait peur. C'est ça la réalité du terrain, il faut la nommer. Et donc pour ces jeunes-là, c'est plus facile de créer leur propre entreprise. Donc il faut les y aider et il faut l'autoriser. Entreprendre, devenir auto-entrepreneur, lancer son entreprise, lancer sa start-up, lancer sa boîte, devenir CEO. Voilà le rêve de un quart des Français et quasiment à la moitié des 18 à 24 ans selon une étude menée par OpinionWay. Oui, beaucoup de jeunes dans le monde entier veulent devenir chefs d'entreprise. Et pourtant, vous avez tous sûrement entendu parler de ces chiffres qui vous disent que 90% des startups qui se lancent meurent au bout de la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième année. Et que seulement 10% d'entre elles arrivent à réussir dans leur parcours entrepreneurial. Et de l'autre côté, je suis sûr qu'on vous a souvent et qu'on vous répète tous les jours que la seule et unique façon de sortir de cette crise sociale et économique, c'est de devenir autonome, de se lancer dans l'entrepreneuriat, de se lancer dans le monde des affaires, d'aller créer votre propre boîte. Comment s'y prendre? Comment éviter de tomber dans le tombeau des 90% d'échecs annuels? Pour ce faire, il faut tout simplement vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et bien sûr, partager cette vidéo autour de vous par bienveillance. Pour pouvoir éviter de tomber dans ce piège des 90% d'échecs, il vous faut vous outiller, vous préparer et avoir tous les ressources et les moyens nécessaires à vos côtés pour réussir. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelque chose de très important qui va vous permettre de réussir dans ce parcours entrepreneurial, qui est le choix de votre idée. Choisir votre idée de start-up. Oui, c'est ce qui va transformer votre vie. Le choix de votre start-up, c'est ce qui va refléter les problèmes que vous allez résoudre, votre passion, vos ambitions et surtout la réussite et la scalabilité de votre business. Si vous choisissez mal votre idée de business, vous allez sûrement tomber dans les 90% d'échecs. Oui, mes chers amis, je vais vous partager ici de A à Z comment choisir la meilleure idée de start-up en 2023. Que ce soit en Europe ou en Afrique, partout que vous soyez, cette méthode va vous sauver la vie et va vous sauver beaucoup de temps et d'argent et d'énergie que vous pouvez perdre en choisissant mal votre idée de start-up. Alors, allons-y, découvrez ces étapes magiques qui vont transformer votre vie à jamais. Comment choisir votre idée de start-up en 2023. Avant de choisir votre idée de start-up, vous devez tout d'abord vous poser la question: qu'est-ce qu'une start-up? Quelle est la différence entre une start-up et une idée tout court ou une PME? Oui, mes chers amis, beaucoup de gens confondent start-up et PME. Une start-up n'a rien à voir avec une PME. Et avant d'aller choisir une idée d'entreprise, pensez à choisir une start-up au lieu de choisir de créer une PME qui peut dans le long terme ne pas répondre à vos attentes. Première chose qui sépare une start-up d'une PME, c'est qu'une PME, c'est une entreprise qui a une croissance assez linéaire, une croissance assez stable. Ça veut dire qu'elle a une croissance qui va varier. Par exemple, si vous avez 10 clients l'année 1, l'année 2, vous allez avoir 20, 30, 40, 50 clients. Donc, une croissance assez linéaire qui ne va pas exploser tout d'un coup, qui est complètement l'opposé d'une startup où on va avoir une croissance exponentielle. En partant par exemple de 100 clients à 5000, 1 million de clients. L'exemple très fort de ChatGPT par exemple, ou de TikTok, ou de ces plateformes qui, commençant de 1000 utilisateurs, arrivent à 1 million, 10 millions, 150 millions d'utilisateurs au bout de seulement 1 an ou 2 ans. Contrairement à une PME qui va prendre une stabilité assez longue pour pouvoir croître. Il faut savoir aussi que dans une PME, pour qu'une PME puisse croître, il faut injecter des fonds énormes. Il faut injecter des fonds hyper massifs et il faut injecter beaucoup de charges. Donc, il faut augmenter absolument les charges. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez un restaurant, que vous voulez ouvrir un autre restaurant dans un autre espace, il faut investir dans les infrastructures, dans l'équipe. Pareil que si c'est un service de formation, il faut investir aussi
dans l'équipe, dans les infrastructures pour pouvoir grandir à échelle grande, pour pouvoir grandir dans un autre marché par exemple. De l'autre côté, vous avez les startups que elles ont une capacité de scalabilité qui dépend du marketing et de la qualité de votre service fourni. Du coup, la croissance d'une startup est beaucoup plus liée et beaucoup moins chère et beaucoup plus rapidement scalable à grande échelle. La deuxième différenciation réside dans le mode de financement. Oui, une PME va se financer elle-même. Ça veut dire qu'on aura un système d'autofinancement à travers nos dividendes, à travers nos bénéfices. On va injecter ces bénéfices-là pour pouvoir grandir, investir dans l'entreprise elle-même. Ou sinon, l'autre alternative, c'est de choisir à faire un prêt. Et dans d'autres pays qui sont les pays francophones, on va aussi faire appel à des subventions ou des dons de l'État ou des subventions étatiques. Mais la majeure partie des cas, ce sont des prêts qui font faire la croissance d'une PME et d'une PME. Contrairement à une start-up où on aura ce qu'on va appeler les fonds d'investissement, les venture capital et les business angels, c'est-à-dire des personnes qui vont faire des investissements à risque, des investissements massifs. On va avoir une levée de fonds avec des fonds externes, avec un modèle plutôt qui va partager les risques de croissance avec vous en achetant des shares, en achetant des actions dans votre entreprise pour grandir. Et donc, le mode de financement est complètement différent d'une PME à une start-up. Troisième chose, le risque qui est pris pour une startup est hyper élevé. Parce que le risque d'une startup, d'échouer dans une startup, je vous ai dit que sur 100 startups qui se lancent chaque année, seulement 10 réussissent. Ça veut dire qu'il y a un risque énorme parce que la concurrence est rude, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu, parce que le besoin de la qualité du produit et la qualité du service fourni est de haute gamme. Contrairement à un business qui est une PME, on a un risque amoindri parce que on a un investissement infrastructurel, on a un investissement matériel assez important et donc on a une modération, une pondération du risque. Selon des études de l'ANSSI, sur 100 PME lancées, vous avez seulement à peu près 40% qui échouent au bout de 5 ans, ce qui est totalement différent des startups. Une autre différenciation qui réside dans la culture entrepreneuriale, dans la culture organisationnelle d'une start-up et d'une PME. Chez une PME, vous allez avoir un système hiérarchisé de fonctionnement hiérarchique assez traditionnel qui va être basé sur le temps de travail, qui va être basé sur l'assiduité, la présence au milieu du travail, qui va être basé sur le respect de la hiérarchie, qui va être basé sur un système traditionnel de travail assez traditionnel, un peu plus archaïque. Et de l'autre côté, vous allez avoir les startups qui, elles, en fait, ils ont un modèle de travail très moderne, très open space, très agile, on dit, très adapté aux circonstances. Et donc, on va avoir un modèle qui va être beaucoup plus fixé sur la rentabilité, l'efficacité, productivité. Et donc, souvent, on va faire même des contrats sur résultats, des contrats résultats au lieu de contrats sur la base de temps de travail. Dans une PME, par exemple, on va vous demander de venir au travail de 8h à 19h, alors que dans une startup, on va vous demander de rendre des KPI, d'avoir des résultats sur la base de KPI et sur la base des indicateurs. Donc, vous pouvez travailler le matin, le soir, l'après-midi, tant que vous avez respecté vos deadlines et vous rendez vos livrables, tout va bien. Une autre différenciation, c'est que pour les PME, vous avez une concentration sur un cluster, ce qu'on appelle un marché sectoriel. Donc un cluster, ça veut dire qu'une PME va se baser sur un marché localisable, facilement localisable, un marché qui est qui est segmenté, très segmenté sur un niche très particulier de personnes qui vont avoir ce besoin-là. Et cette niche va croître, mais à une échelle assez moyenne. Si vous allez ouvrir un restaurant dans une zone particulière avec une population de 10 000 habitants, le taux de croissance de cette population va se faire au bout de 5 ans, au bout de 100 ans même. Ce qui fait que vous avez que les clients potentiels de votre restaurant resteront pendant très longtemps ces 10 000 habitants de votre restauration. Et ce qui fait que vous allez atteindre à un moment une sorte de saturation de clientèle, mais la même clientèle qui va rôder, qui va tourner
autour de vous. Donc, on appelle un système de fidélisation de clients. De l'autre côté, vous avez un système qui est beaucoup plus différent, qui est un système un marché beaucoup plus à la croissance. Donc, on va viser un marché qui va croître exponentiellement. Donc, on va viser d'abord un marché local, régional, continental et global. Ce qui veut dire que les startups, eux, ils vont cibler des marchés de croissance, des marchés. Pourquoi on parle beaucoup de startups dans la tech? Parce que l'accès à l'Internet dans les zones, par exemple en Afrique, est assez conséquent. La croissance d'accès à Internet est quand même exponentielle. Donc pourquoi, du coup, les gens investissent massivement sur des startups tech. Donc ça, c'est un exemple très concret. Who are the customers? What's the right price? What's the right product market fit? And the way I want to do this is I want to get some evidence that this thing is the right business model, and I'll use MVPs to do that. But I'm looking for something that's repeatable. That is, I could do the same thing on Monday that works on Wednesday, that works next week, and scalable. That means for an input of 100 lira, I might get 200 lira back. Or for an input of a certain amount of dollars, I'll acquire so many customers. And so that's what the definition means. A startup is a temporary organization designed to search for repeatable and scalable business model. Elon Musk, fondateur de Tesla, SpaceX et Neuralink, disait tout simplement que une startup est une structure dont le but est de résoudre un problème. Plus le problème est important, plus la chance de succès de votre business est grand, de votre startup est grand. Et du coup, il faut comprendre tout simplement que pour réussir une startup, il faut trouver un problème grand qui touche la majeure partie de la population mondiale. Ces problèmes-là vont être les clés pour réussir votre startup. Si vous choisissez une startup qui vous touche tout simplement à vous, un problème qui vous touche à vous tout seul, votre famille et votre entourage, vous avez de moindres chances de pouvoir réussir dans votre idée de startup. Et c'est pour ça que la majeure partie des startups échouent au bout de quelques années, parce que le choix de l'idée influe que l'idée ne peut plus grandir, l'idée ne peut plus aller au-delà du premier cercle de vie de la personne. Et donc, pour choisir cette idée-là, il faut comprendre les problématiques qui touchent le monde. Je vais vous donner un exemple très concret pour que vous compreniez l'importance du choix de l'idée. Prenons l'exemple, par exemple, de Airbnb. Durant la crise en 2008, les fondateurs de Airbnb se sont rendus compte que le monde est dans un état de crise économique énorme, où les gens ont perdu leur maison par hypothèque et aussi ils ont perdu, c'est-à-dire ils n'ont plus de foyer, ils se retrouvent dans la rue au jour au lendemain. Et de l'autre côté, il y a un besoin énorme de ressources financières, de trouver un moyen de subsidiaire de vie à part le travail qu'on avait. Et bien sûr, on a été viré parce qu'il y a la faillite de toutes nos entreprises. Et donc, ils ont proposé une idée énorme, une idée magique qui résout un problème. Temporel certainement, mais un problème qui touche la majeure partie du monde. Pourquoi? Parce que tout le monde cherche, tout le monde voyage, tout le monde a toujours besoin d'un logement temporaire dans lequel habiter confortable, sécuritaire et propre. Et souvent, on n'a pas souvent envie d'aller à l'hôtel qui coûte hyper plus cher. Et du coup, le choix de proposer aux gens d'abord de résoudre un problème qui était là, qui était existentiel, de dire aux gens qui n'ont pas de logement que vous pouvez louer les logements de ceux qui ont les logements et ceux qui ont les logements que vous pouvez gagner de l'argent en louant vos espaces, vos chambres, vos appartements, ça a créé un mouvement énorme qui fait qu'aujourd'hui Airbnb est une des startups à succès dans le monde entier. Pensez à des défis quotidiens que les gens vivent tous les jours dans la santé, dans l'éducation, dans la finance, dans des secteurs qui sont dans le quotidien de la vie au quotidien, dans l'éducation, dans le transport. Donc, ce sont des secteurs en fait qui touchent carrément la population mondiale où les gens vont vivre souvent ces problématiques. Et donc, une fois que vous avez identifié un problème à résoudre et identifié un besoin à résoudre, il faut maintenant faire la deuxième étape, qui est l'étape d'analyse du marché. Il faut comprendre ce qui existe dans le marché, qu'est-ce qui est proposé dans le marché. Il faut regarder ce qui existe, les concurrents de votre potentiel start-up. Il faut aller faire des études, il faut aller faire des enquêtes, il faut sonder, il faut regarder. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui vous permettent tout simplement d'analyser le marché, de comprendre ce qui se passe dans vos concurrents, de comprendre ce qui se passe dans un marché de niche.
particulier. Vous pouvez faire des recherches et aujourd'hui, il faut comprendre cela à travers une analyse bien plus poussée et comprendre qu'est-ce qu'il propose et qu'est-ce que moi, je peux proposer en plus. Est-ce qu'il y a une place pour une activité en plus? Est-ce qu'il y a une place pour moi d'entrer dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a une place pertinente avec un besoin qui n'est pas encore totalement satisfait et que vous vous dites que moi, je peux apporter la solution bien précise dans ce besoin-là. Ça, c'est vraiment la deuxième étape la plus importante, c'est de comprendre le marché dans lequel vous allez grandir. La troisième étape et la dernière étape pour choisir votre idée de business, c'est de regarder est-ce que votre idée est scalable ou pas. Quand vous avez trouvé votre problème, étudié le marché et compris les environs du marché, ce qui se passe dans le marché, maintenant, il faut que vous compreniez la scalabilité de votre business. Parce que je vous ai dit qu'une startup, c'est quelque chose qui doit croître très rapidement. Ça veut dire que vous devez trouver une idée auquel vous êtes sûr qu'au bout d'1 an, vous aurez plus de 1 million de personnes qui auront besoin et qui pourront utiliser ce business. Et que pour le dupliquer dans d'autres pays, vous n'aurez pas à engager les mêmes charges engagées pour le début de la création, mais que ça sera des charges marketing tout simplement. Et donc, cette scalabilité, vous la vérifiez à travers votre modèle économique. En faisant votre modèle économique, en rédigeant votre modèle économique, vous comprenez est-ce que mon modèle est scalable et regardez autour de vous les concurrents et leur capacité à croître. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'étudier votre modèle économique, de s'assurer que votre modèle économique va croître et va avoir une croissance exponentielle. Et cela, vous étudiez les autres modèles d'affaires qui ressemblent à votre modèle économique, vous faites des comparaisons et vous regardez le taux de croissance de ces startups-là. Comment, par exemple, si vous voulez vous lancer dans les VTC, par exemple, vous regardez comment Uber a cru, combien d'années ça a pris pour croître. Vous comparez avec les autres modèles économiques qui existent et vous vous dites que, OK, ça a pris 10 ans, ça a pris 5 ans. Est-ce que c'est le temps que je veux? Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire? Parce qu'il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas seul dans cette planète. Ça veut dire que quelque chose que vous avez en tête, quelqu'un a déjà eu cette idée auparavant. Tout simplement que vous avez une perte d'innovation, quelque chose de nouveau que vous apportez. Et donc, pour conclure cette vidéo, l'idée, tout simplement, c'était de vous donner une idée sur comment choisir votre idée de startup. Donc, je vous ai dit, vous avez 3 étapes. Vous avez 3 étapes. Regardez un problème, trouver un problème ou un besoin, faire une analyse de marché, étudier le marché et enfin, regardez la scalabilité, la viabilité et la croissance, la potentielle croissance et le taux de croissance de votre startup. Parce qu'une startup, c'est quelque chose qui part de 0 à 1 million au bout d'1 an, alors qu'une PME, c'est quelque chose qui part de 0 à 10, 100, 1000, etc. au bout de 5-10 ans. Et donc, vraiment, assurez-vous que vous choisissez une startup et non une PME. C'est tout simplement la conclusion de cette vidéo. Alors, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour continuer cette série de vidéos sur comment vous pouvez réussir la scalabilité de votre business, réussir la croissance de votre startup. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt. Hakuna Matata.